Imaginez un dédale de ruelles, l'air chargé de parfums d'épices, de cuir, le bruit du métal qu'on martèle, le brouhaha des souks. On est au cœur de la Médina de Tunis, un site classé par l'UNESCO, oui, mais aujourd'hui on va essayer d'aller au-delà de la carte postale. Notre objectif, c'est de comprendre comment cet endroit est un organisme vivant, qui a évolué, qui a respiré pendant 13 siècles. Et pour nous guider, on a une source vraiment passionnante, intitulée « La Médina de Tunis, porte et chroniques urbaines ». Ce qui est génial avec ce texte, c'est qu'il ne fait pas que décrire. Il nous donne les clés pour lire la ville, pour comprendre son squelette, en quelque sorte. On va se pencher sur ses remparts, ses portes, qui sont bien plus que de simples murs. Des murs qui racontent une histoire, donc. On va décrypter ensemble comment cette cité s'est construite, comment elle s'est défendue, et surtout, ce que ces portes nous disent. Celles qui sont encore là et celles qui ne sont plus que des fantômes. C'est parti. Alors, le texte nous plonge directement au 8e siècle. C'est le début. Mais la question toute simple, c'est pourquoi là ? Qu'est-ce qui fait qu'une ville naît à cet endroit ? Le document parle tout de suite de la grande mosquée Zitouna comme du cœur. C'est la question essentielle. Et la réponse, c'est la mosquée. À cette époque, une ville, c'est un acte à la fois religieux et commercial. La Zitouna, c'est pas juste un lieu de prière, c'est le centre névralgique. Le savoir, la justice, les souks, tout part de là. La ville ne naît pas sur un plan quadrillé, elle pousse comme un arbre, de façon organique. Et si c'est le cœur, il faut le protéger. Donc les remparts arrivent très très vite, j'imagine. Immédiatement, c'est le premier réflexe, la sécurité avant tout. Ce premier rempart, c'est la coquille qui protège le noyau. Un schéma classique en somme, mais un schéma qui va vite être mis à l'épreuve. Oui, parce que la ville connaît un succès fou. Le texte parle de la période hafside contre le 11e et le 16e siècle comme d'un véritable âge d'or. Tunis devient une capitale majeure. Et là, le problème s'inverse en fait. La coquille devient trop petite. Exactement. La ville étouffe dans ses propres murs. Elle déborde. Et c'est là que naissent les faubourgs, au nord, au sud. Et ce qui est incroyable dans la source, c'est ce détail. On ne se contente pas de construire à l'extérieur, on construit une deuxième enceinte pour protéger ces nouveaux quartiers. Deuxième enceinte. Mais c'est un signe de puissance et de richesse absolument dingue, non ? De se dire, notre ville a tellement de succès qu'on doit construire une deuxième forteresse autour de la première. C'est la preuve matérielle que la ville a les moyens de ses ambitions. Ces doubles murailles, c'est l'image d'une métropole florissante, sûre d'elle. Après, il y a la période ottomane qui rajoute encore des palais, avant le grand basculement. Ah oui, on arrive à la fin du 19e siècle et là, c'est presque un drame architectural. Le texte est clair, on détruit les remparts entre 1860 et 1881. La décision est radicale, on abat des siècles d'histoire au nom de l'urbanisme moderne. Le mot est lâché, moderne. Et là, on touche à une tension universelle. Le rempart, qui était un symbole de sécurité, de puissance, devient soudain un obstacle. Un frein à la circulation, à l'expansion, à une nouvelle vision de la ville, plus ouverte. C'est un moment charnière où le passé et le futur s'affrontent. Et beaucoup de portes, on va le voir, en seront les victimes. Alors justement, entrons à l'intérieur de ces murs. Le texte parle d'un tissu urbain dense et organique. J'imagine un labyrinthe, un chaos, mais la source dit qu'il y a un ordre caché en fait. C'est exactement ça. Ça peut sembler chaotique, mais c'est très structuré. Le texte met en lumière 3 grands principes d'organisation. D'abord, les souks. C'est le système circulatoire économique. Chaque artère a sa spécialité. Les parfums, le cuir, les bijoux. Et toutes ces artères convergent vers le cœur. La mosquée Zitouna, logique. Et pour les habitations ? Alors là, c'est le deuxième principe des quartiers résidentiels organisés par communauté, par origine. Et enfin, troisième élément, les grandes demeures, les palais. Et là, le document apporte une précision qui m'a surpris. La plupart de ces palais datent des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles. Les demeures vraiment médiévales sont en fait très rares. Attendez, ça c'est étonnant. Je m'imaginais que tout était resté figé depuis le Moyen-Âge. Ça veut dire qu'on détruisait pour reconstruire. En permanence. C'est la preuve que la Médina n'a jamais été un musée. Les élites, les familles puissantes affichaient leur statut en rasant la vieille maison pour en construire une nouvelle, plus au goût du jour. La ville se renouvelait de l'intérieur, constamment. Et au milieu de tout ça, le texte parle de fondouk. Le mot est évocateur, mais c'était quoi exactement ? Des auberges, des entrepôts, c'est un peu tout ça à la fois, et c'est ça qui est fascinant. Il faut imaginer des sortes d'hôtels-entrepôts.
Un marchand de Gênes, par exemple, arrivait avec sa caravane. Au fondouk, il pouvait loger ses animaux, stocker ses marchandises en sécurité, et lui-même avait une chambre à l'étage. C'étaient les hubs commerciaux de l'époque, les points de connexion de la Médina avec le reste de la Méditerranée. D'accord, je vois. Une ville-monde très organisée. Et pour y entrer et en sortir, il y avait les portes. Et c'est là que notre source les divise en deux familles, les survivantes et les disparues. Commençons par la plus connue, Bab el-Bar, la porte de la mer. Ah, son histoire est un condensé de l'histoire de Tunis. C'est une arche, assez simple, avec des créneaux. Mais son importance est symbolique. C'était la porte qui s'ouvrait sur le lac, donc sur le port. Et sur le reste du monde. Exactement. Et sous le protectorat français, son destin bascule. On la rebaptise Porte de France. Porte de France, le symbole est d'une force. Ce n'est plus un nom, c'est une déclaration. La porte devient une frontière, une ligne de partage entre la Médina, la ville indigène, et la nouvelle ville européenne qui se construit juste en face. C'est fou de penser qu'un simple passage en pierre puisse porter un tel poids politique. Il cristallise toutes les tensions de l'époque. C'est un monument à double visage. Continuons. Il y a Bab Jedid, la porte neuve. Alors là, le nom est une chronique à lui seul. La source la date de 1278. Neuve depuis presque 750 ans, oui. J'adore ce genre de paradoxe. Son nom nous rappelle qu'au XIIIe siècle, la ville était en plein boom et qu'il fallait percer de nouvelles ouvertures. Et le texte l'associe aux artisans du cuir, du métal. Ça montre bien que ces portes étaient aussi des pôles économiques. Trouve passionnant, presque contre-intuitif, Bab Sadoun et Bab el-Kadra. Elles existent toujours, mais le texte précise qu'elles ont été rebâties en 1881. La date est importante. Alors attendez, là il y a quelque chose qui m'échappe. On vient de nous dire qu'on détruit les remparts, en gros, entre 1860 et 1881 pour moderniser, pour aérer la ville. Oui, c'est ça. Et à la même date, en 1881, on reconstruit ces deux portes pour les rendre plus grandes, plus impressionnantes. Tout à fait. Mais ça n'a aucun sens. C'est complètement contradictoire, non ? C'est le paradoxe qui révèle toute la stratégie de l'époque. Et votre réaction est la bonne. En apparence, c'est absurde, mais en fait, la logique, c'est qu'on ne fait pas que détruire, on réécrit la ville. On abat les murailles jugées inutiles, mais on conserve certains points d'entrée stratégiques, comme Bab Sadoun qui contrôlait les routes du nord, et on les transforme. On passe d'une porte défensive à une porte d'apparat. Bacor comme un arc de triomphe en quelque sorte. C'est exactement l'idée. On remplace le symbole de la fermeture par un symbole d'ouverture, de prestige. C'est une opération de communication urbaine. Le message, c'est « Tunis n'est plus une forteresse, c'est une capitale moderne qui vous accueille en grand. On adapte le patrimoine à une nouvelle vision du pouvoir. » Une réécriture donc. Mais pour chaque porte qu'on a magnifiée comme ça, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on a juste effacées de la carte. Et ça nous amène directement à l'autre partie de l'analyse, cette idée de porte fantôme. C'est fascinant. Une sorte d'archéologie sur papier. La première citée, c'est Bab Souika, la porte du petit souk. Démolie très tôt, en 1861, elle était au cœur d'un faubourg très populaire, très commerçant. Elle a été l'une des premières victimes de cette nouvelle obsession pour la circulation. Il fallait élargir, faire passer les voitures. La porte gênait. On l'a sacrifiée sur l'autel de la fluidité. C'est fou de se dire qu'en marchant aujourd'hui dans le quartier qui s'appelle toujours Bab Souika, on marche en fait sur l'empreinte d'une porte qui n'existe plus. Le nom est le seul fantôme qui reste. C'est toute la puissance de la toponymie. Les murs tombent, mais les noms restent comme une mémoire dans le sol. Et il y en a d'autres. La source mentionne Bab el-Fella, la porte du paysan, ou Bab el-Alouj. Chaque nom est un indice. On devine la vie qui grouillait autour. Bab el-Fella, c'était sûrement par là qu'arrivaient les agriculteurs pour vendre leurs récoltes au marché. Finalement, ces noms sont des archives à ciel ouvert. Ils nous permettent de reconstituer mentalement le tracé de cette fameuse double muraille qui protégeait Tunis. Chaque nom est une cicatrice ou un souvenir. Alors, si on essaye de résumer, on a traversé 13 siècles en accéléré. On est parti d'un tout petit noyau autour de la Zitouna, on a vu la ville s'entourer de murs, puis d'une deuxième couche de murs, avant de les faire exploser elles-mêmes pour continuer à vivre.
C'est une biographie de ville absolument incroyable. L'image qui me reste, c'est celle du palimpseste qu'utilise la source. Ce vieux parchemin qu'on gratte pour réécrire dessus, mais où les traces de l'ancienne écriture restent visibles. La Médina, c'est exactement ça. Chaque époque a ajouté sa couche, sans jamais effacer complètement la précédente. Et les portes, qu'elles soient encore debout, reconstruites ou fantômes, sont les marqueurs de ces différentes strates. Elles racontent tout, l'expansion, la défense, le commerce, et non ce grand choc avec la modernité. Comprendre leurs histoires, c'est vraiment avoir la clé pour lire toute la ville. On voit bien à quel point l'urbanisme n'est jamais neutre. La façon dont on construit une rue, dont on perce une porte ou dont on abat un rempart, c'est toujours un acte politique, économique. Absolument. Et ça nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de Tunis, je trouve. Le texte nous dit qu'on a détruit les remparts pour les besoins de la modernité. Ça pose une question qui est toujours brûlante d'actualité pour des centaines de villes historiques dans le monde. Comment trouver l'équilibre ? Comment préserver l'âme d'un lieu, son patrimoine, sans le transformer en musée, sans l'empêcher de vivre? À quel moment un mur qui protège devient-il une barrière qui entrave?